Direction à présent la Guadeloupe, et plus particulièrement les îles des Saintes. Avec son fameux pain de sucre, la baie des Saintes fait partie du club très fermé des plus belles baies du monde. C'est ici, dans ce petit archipel paradisiaque, que se niche le village de Terre-de-Haut, représentant de l'outre-mer, à la 3e place de notre classement. Terre-de-Haut vit au rythme du tourisme et accueille plus de 300 000 visiteurs par an. Bonjour à tous, donc je m'appelle Blondine. La visite guidée va se dérouler à ma compagnie. Saintoise d'origine, Blondine est guide au Fort Napoléon. Achevé en 1867, l'édifice qui doit son nom à Napoléon III surplombe la baie. Il est le point de départ incontournable de toute visite du village. Quand j'arrive au Fort Napoléon, je me dis que j'ai quand même la chance d'être née dans un endroit exceptionnel. Célèbre pour sa beauté, la rade constituait à l'époque un point hautement stratégique, surnommé le Gibraltar des Indes occidentales. C'est en 1816, après près de 2 siècles de batailles navales, que les Indes échappent aux Anglais et deviennent définitivement françaises. Les premiers habitants, bien sûr, étaient des marins, puisqu'ils sont arrivés de toutes les provinces de France, Bretagne, Normandie, Vendée. Donc c'est pour ça que sur Terre-de-Haut, on retrouve effectivement ce teint clair. Ça peut être des cheveux frisés blonds avec des yeux bleus, une pommade et des yeux bleus. Les habitants de Terre-de-Haut, tout comme Blondine, profitent au quotidien d'une certaine douceur de vivre. Coucou Alain, ça va et toi? Bonjour Pala. Alors, crêpes de poisson, crêpes de lentilles. Très très bon. Le cœur du bourg de Terre-de-Haut bat au rythme des flots. Le long du bord de mer s'étire un ruban de maisons colorées au toit rouge. Ornées de dentelles et de persiennes, ces habitations en bois sont typiques de l'architecture créole. La case créole qui fait partie de notre patrimoine, avec sa galerie, pièce importante. C'est la pièce la plus conviviale de la maison. C'est la pièce où tout se passe. On aime à recevoir les gens sous la galerie. On aime aussi à savoir ce qui se passe. On voit tout, on entend tout. À l'extrémité de l'une des plages du village, un bâtiment se distingue. Érigée en 1942 par le photographe guadeloupéen Adolphe Catan, cette maison donne l'illusion d'être un véritable navire. Surnommée Bateau des îles, elle fut traditionnellement la résidence des médecins de Terre-de-Haut jusqu'au passage de l'ouragan Maria en 2017. C'est vrai qu'à chaque ouragan, le toit de cette maison a toujours été emporté, mais cette fois-ci, on dirait que c'est un peu plus grave et qu'elle mérite vraiment d'être restaurée, cette maison. Blondine peut être rassurée. Une rénovation de la maison bateau est justement prévue dans les prochains mois. Attachés à leur patrimoine bâti, les Saintois le sont aussi à leurs traditions ancestrales. Marins dans l'âme, ils sont réputés pour être les meilleurs pêcheurs des Caraïbes. C'est avec l'un d'entre eux, Pedro, que Blondine nous fait découvrir cette activité essentielle de Terre-de-Haut. On a toujours vécu de la pêche à Terre-de-Haut. Il n'y avait pas d'autre solution pour survivre, il fallait pêcher, il n'y avait pas de chasse, il n'y avait pas de viande, c'était du poisson matin, midi et soir. Pedro s'est spécialisé dans la pêche à la langouste, un produit très prisé aux Antilles. Tu vois le carré qui flotte entre la bouée rouge et la bouée jaune, c'est là-dedans que je mets mes pêches. Et comme ça, quand les restaurants en ont besoin, je prends mes palmes au masque, je pars les récupérer et leur livrer de la langouste fraîche. Pedro utilise la technique de la pêche au casier avant de venir entreposer les langoustes dans son vivier. Aujourd'hui, c'est pour régaler les papilles de Blondine qu'il se jette à l'eau. Si quelqu'un se noie là-dedans, c'est de la bonne nourriture. La langouste adore la chair fraîche. Je suis fier d'être pêcheur et j'encourage tous les jeunes à y aller. C'est parfait, c'est merveilleux. Faut te vider la bombe même. Ça va, Blondine? Ah ouais. C'est excellent. Moi-même, Pedro. Moi-même. Chin chin. Langue de terre entourée d'eau, tout à Terre-de-Haut a un lien avec la mer, y compris sa pâtisserie incontournable, le tourment d'amour.
Le tourment d'amour est un petit gâteau. On peut trouver au centre. Avec mon tourment d'amour, chérie, tu peux tomber enceinte. Le tourment d'amour, mesdames, spécialité de l'île. Tu te vas au fait, n'oublie pas de demander le tourment d'amour. Son tourment d'amour, dialogue dessous. Ce tourment d'amour, c'est avec Claudio, le seul homme du village à en connaître la recette, que Blondine va apprendre à le cuisiner. Alors, Claudio, est-ce que tu peux me rappeler l'histoire du tourment d'amour? J'aime toujours l'entendre. Bon, il n'y a pas de problème. Ce sont les dames, en attendant leur mari qui venait de la pêche, pour patienter un petit peu, ils faisaient ce fameux tourment d'amour. Oui, parce qu'à cette époque, c'était la marine à voile. On n'était pas rentré très tôt à la maison, donc les épouses se tourmentaient et préparaient ce gâteau. Voilà. C'est la grand-mère de Claudio qui lui a transmis cette recette qui consiste en un assemblage de 3 éléments. Une pâte brisée que l'on dispose dans des petits moules à tarte, de la confiture de coco que l'on étale généreusement sur la pâte, et enfin une génoise qui recouvre le tout. Après une trentaine de minutes au four, c'est prêt à être dégusté. Je peux vous dire que c'est excellent. Si quelqu'un part d'ici sans les tourments d'amour, il n'a pas connu perdu. Si vous avez la chance d'aller à Terre de Haut, partez à l'assaut du fort Napoléon. Baladez-vous dans les ruelles pour admirer les cases créoles. Et ne repartez pas, bien sûr, sans avoir dégusté l'immanquable tourment d'amour. Cette année, le village préféré des Français en est à sa 8e édition. Souvenez-vous, tout a commencé en 2012 avec le sacre du premier village. Il s'agit de Saint-Cyr-la-Potine. À l'époque, qui aurait pu imaginer l'incroyable aventure que nous allions vivre? En effet, depuis 8 ans, ce sont plus de 140 villages que vous avez pu découvrir partout en France. On est dans le soleil, mais sur un nuage. Un tour de France qui vous a donné des idées, puisqu'après chaque émission, vous avez été toujours plus nombreux à vous rendre dans ces villages. 30% de demandes en plus pour des réservations pour la partie estivale. Tous les jours, il y a plus de monde, là c'est tous les jours dimanche. Qu'il s'agisse de Saint-Cyr-la-Popie en 2012, du village alsacien d'Eguisheim en 2013, félicitations au village préféré des Français 2013, de Cordes-sur-Ciel en 2014, des villages bretons de Ploumanac et Rochefort-en-Terre en 2015 et 2016, Ce soir, je suis vraiment le plus heureux des mères. de Kaisersberg en 2017 et enfin de Cassel l'année dernière. Tous ces villages ont reçu une plaque gravée à l'effigie de l'émission. Une plaque devenue au fil des années une véritable attraction. Ils viennent, ils nous demandent où est le village, où est la plaque qui dit que c'est le plus beau village de France. Des touristes aux anges, Franchement, c'est magnifique, il faut venir voir ce qu'on n'a pas forcément vu à la télévision. des villageois heureux. Qui aurait pu croire qu'en seulement quelques années, le label Village préféré des Français rencontrerait un tel succès? Nous voici maintenant à Saint-Valahougue en Normandie. Nichée dans une baie tranquille à l'abri des vents d'ouest, cette jolie station balnéaire de 1700 habitants attire les amoureux de la mer comme ceux des vieilles pierres. Grâce à ses 2 tours Vauban, Saint-Valahougue fait partie des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Havre de paix pour les plaisanciers, Saint-Valahougue est aussi le principal port de pêche du Cotentin qui a une longue histoire depuis la célèbre bataille de la Hougue en 1692. On va vous raconter tout cela autour de ce port, là où tout se passe, avec Yann, qui est un amoureux fou de son village. On dit de Saint-Valahougue qu'il est un port dans la ville, et c'est vrai qu'ici, l'activité portuaire est prépondérante. Bonjour Stéphane, ça va bien? Très bien, bienvenue à Saint-Valahougue. C'est ça qui me frappe, Brianne, c'est que le port de pêche est au même endroit que le port de plaisance. C'est ça, c'est vraiment une synergie entre les deux mondes. Et l'été, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bateaux de plaisance. Qu'est-ce qui fait le charme particulier de Saint-Valahougue? Quand vous arrivez à Saint-Valahougue, vous avez ces vues qui changent tout le temps, l'eau de la mer qui passe d'émeraude à plus foncé. Tout ça, c'est vraiment des émotions qui sont typiques d'ici et ça qui me rend vraiment heureux, quoi.
Après un passage par la rue principale du village, commerçante et animée, bonjour, Yann me conduit à présent à l'extrémité de la presqu'île de la Hougue pour me faire visiter le monument phare du village, l'imposante tour Vauban. Et là, regardez. Là, on arrive sur la vue. Ah oui, c'est la vue emblématique de Saint-Valahou. C'est ça. Et c'est vrai que regardez cette façade, elle est vraiment formidable. Et là, maintenant, on va monter en haut de la tour. Et c'est parti pour la montée. 20 mètres. Et nous voici en haut. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Alors, vous avez là la vue sur la presqu'île et sur Saint-Valahougue. Oui. De l'autre côté, vous avez la vue sur la tour de l'île de Tatiou. C'est-à-dire c'est la tour jumelle de celle-ci construite par Vauban. C'est ça. Pourquoi est-ce que Vauban est venu construire ici 2 tours? Vous devez savoir que Louis XIV, dans ses 54 ans de règne, a eu 33 ans de guerre. Donc en fait, en 1692, la flotte navale devait se rendre au niveau de l'Angleterre et ils ont été pris au piège par de nombreux bateaux anglo-hollandais. Et en fait, des navires royaux sont venus se protéger, se réfugier dans la baie, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de fortification ni de protection. Donc là, ils ont été coulés. Et à partir de là, Louis XIV a demandé au marquis de Vauban de venir sur place pour construire les tours. C'est absolument fabuleux, cette vue. On a l'impression, entre les meurtriers, comme ça, d'avoir des vues de cartes postales. Mais c'est fascinant. Et en parlant de paysages de cartes postales, ma prochaine destination est tout simplement paradisiaque. C'est en compagnie de Manuela que j'embarque pour l'île Tatiou, à bord d'un bateau très amusant et original. Alors là, nous sommes sur un bateau amphibie. La première curiosité de l'île, le bateau amphibie qui roule et qui navigue. Donc en fait, il y a des roues, et puis dès qu'on arrive dans l'eau, il redevient bateau, il navigue, oui. Pourquoi c'était nécessaire pour aller sur l'île de Tatiou d'avoir un bateau amphibie? Parce qu'à marée basse, on a le paysage qui change complètement. L'île devient une presqu'île qu'on peut rejoindre avec le bateau qui roule. Donc là, à mon avis, la marée étant ce qu'elle est, on va pouvoir y aller en bateau. Là, on peut naviguer. Ah, voilà, regardez, on est dans l'eau, on entre dans l'eau. Tatiou, ça n'a rien à voir avec Tahiti. Non, on est bien dans le Cotentin, et Tatiou, c'est d'origine scandinave. Tati, c'est un nom propre d'un chef viking qui a dû débarquer ici au 9e ou 10e siècle. Et le suffixe HOU signifie terre entourée d'eau. Donc c'était l'île du viking Tati. Quelques minutes suffisent pour rallier ce petit bout de terre dominé par la silhouette de la 2e tour Vauban, jumelle de celle de la Hougue. L'île abrite également une réserve ornithologique ainsi qu'un ancien lazaret. Construit en 1722 pour lutter contre l'épidémie de peste de Marseille, le lazaret servait à placer en quarantaine marins et marchandises qui arrivaient au port de Saint-Va. Alors là, on entre dans le lazaret par cette porte. Cette porte s'appelle la porte sale. Elle est très propre. Parce que les marchandises qui étaient déposées là en quarantaine étaient suspectes. Elles pouvaient transporter la maladie. Donc on les nettoyait? On les nettoie par fumigation. Oui. C'est-à-dire qu'on fait brûler des plantes aromatiques sur de la paille humide. Et les fumigations sont destinées à ôter tout miasme qui serait dans les ballots de marchandises en fait. Après, les marchandises étaient réembarquées à bord des bateaux et partaient par une autre porte qui s'appelait la porte nette. Incroyable. Ici, c'était la maison des gardiens du lazaret, cette jolie maison en granit ici. Ça, c'est l'habitat traditionnel de Saint-Va et de la région du Exactement, Cotentin. le granit, le schiste bleu. Schiste bleu, absolument. Peste, choléra, fièvre jaune, le lazaret de Tatiou a fonctionné jusque dans les années 1860. Aujourd'hui, il abrite un musée maritime et aussi 4 hectares de jardin. Plantes endémiques, mais surtout exotiques, profitent de l'extrême douceur du climat pour s'épanouir dans ce lieu chargé d'histoire. Là, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Ces grandes hampes bleues indigo, là, il s'agit d'Echium pininana, qui viennent des îles Canaries. Elles sont devenues assez emblématiques de l'île. Il y en a certains qui se sont laissés aller à des formes un peu étranges. Il est temps pour moi de quitter cet endroit magique. Pour regagner le village, où m'attendent Stéphanie et Guillaume. Bonjour. Bonjour Stéphane, ça va?
Stéphanie. Très bien. Alors c'est avec vous que j'embarque pour aller voir le parc à huîtres. Eh ben oui, on est parti pour la marée, Stéphane. Stéphanie et son frère Guillaume ont repris l'entreprise ostréicole familiale il y a quelques années. Et comme chaque jour à marée basse, ils partent prendre soin de leur parc à huîtres. Là, vous avez des sacs à huîtres, des poches à huîtres. On appelle les poches. Des poches à huîtres, c'est ça. Et dans ces poches, il y a des bébés huîtres. Voilà. Oh là là, c'est des bébés huîtres. Voilà. Il leur faut combien de temps pour grandir? Ah ben là, il va leur falloir entre 3 et 4 ans. 3 et 4 ans. Ça Et fait un dans peu 5 ans. probation. Et elles vont rester là à chaque effet de marée, elles boivent. Donc elles se nourrissent, Elles se elles nourrissent. respirent et elles grandissent de cette façon. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les retourner. On doit les retourner, On le on doit les retourne. retourner. Non, c'est ça, on secoue un On petit peu. secoue pour que ça libère les algues. Et ça permet aussi que les petites huîtres puissent se repositionner correctement dans la poche de façon à avoir un espace vital suffisamment important. D'accord. Combien de fois vous retournez vos poches? Généralement, le tournage démarre au printemps. On a grosso modo à peu près entre 30 et 35 000 poches à tourner à chaque fois. Donc une fois qu'on a démarré un endroit, qu'on a fini à un autre, on peut recommencer. Donc Stéphane, on va aller voir ce que ça donne 3-4 ans après. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'huître de Saint-Va? Un petit goût de noisette qui revient en bouche, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'une huître, il faut bien la mâcher, bien la croquer. Donc là, normalement, c'est coupé et c'est prêt à déguster. Elle est excellente. Et je vais vous dire, elle a besoin ni de citron, ni de vinaigre, super bonne. Mais c'est incroyable votre métier, on se rend pas compte. Vous avez ouvert mon esprit, je suis sûr que je suis pas le seul. Hein. Je retrouve maintenant Yann. Il paraît que les habitants du village ont une surprise pour moi. Quelle ambiance à Saint-Va! Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, vous avez déjà dirigé une chorale? Non, jamais. Non, vous mettez-vous là, allez, je Si comme moi vous avez l'occasion de visiter Saint-Va-la-Hougue, prenez le temps de flâner sur le port, au cœur du village, de vous promener jusqu'à la tour Vauban, à l'extrémité de la presqu'île de la Hougue, et de vous rendre sur l'île Satyre, à pied ou en bateau, selon les horaires de la marée. Direction maintenant Pont-Croix, en Bretagne. Niché entre la pointe du Raz et Douarnenez, pour arriver à Pont-Croix, c'est facile. Il faut suivre le clocher de sa majestueuse église. Cette petite cité est un condensé d'histoire, de tradition et surtout de convivialité, avec ses habitants si attachés à leur patrimoine. Et c'est justement Frédéric, le professeur d'histoire du collège, qui va nous en dévoiler tous les mystères. Ici, en haut du clocher, on découvre une vue exceptionnelle sur le paysage et on découvre d'ici les toits, la trame des rues, c'est magnifique. Au pied de l'église, Frédéric rejoint Françoise, ponte écrucienne depuis 40 ans et qui connaît parfaitement l'histoire du village. Salut Françoise. Ah, salut. Ça va? Ah ben oui, ça va. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle notre Ah, église. c'est magnifique. Maintenant, je suis plus trop à l'aise pour monter là-haut, mais là, en bas, c'est super. En effet, c'est du parvis de l'église que l'on a le meilleur point de vue sur l'un de ses joyaux, un merveilleux porche du XIVe siècle sculpté de trèfle. Ça imite une rosace, comme on a avec des vitraux. Ouais. Donc une vraie dentelle de pierre en granit. Ce fameux granit breton, très difficile à travailler, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est génial. Il n'y a pas que l'église quand même à Pont-Croix. Il y a des petites rues, tout ça, c'est magnifique là. Cette ancienne cité médiévale recèle de petits détails et de belles demeures. Françoise, quand on se balade dans Pont-Croix, on découvre toute son histoire. Ben oui, la moindre petite pierre porte en accolade, quelquefois les dates sont inscrites. Ouais. Pont-Croix, c'est en effet un dédale de ruelles étroites. Ici, aucun risque de se perdre. Elle mène tout aux rives du Goyenne. Et pourquoi ils allaient au port, les gens? Eh ben parce que c'était de là que venait la richesse. On avait des marchands qui vivaient des foires et des marchés ici à Pont-Croix. C'était un lieu de rencontre. Les foires aux bestiaux de Pont-Croix étaient si célèbres que éleveurs et acheteurs se déplaçaient de toute la Bretagne et des pays voisins pour y participer.
Les ventes étaient nombreuses, l'argent coulait à flot, et certains le savaient bien. Tu sais ce que c'est, ça? Tu vas me dire? Eh ben, c'est un anti-coupe-gorge. Oui. En fait, c'est un petit édicule qui bouchait un coin pour éviter que les brigands se cachent derrière cet angle-là. Parce que c'était tellement riche. Les gens, ils allaient à la foire avec des bestiaux, avec la marchandise. Et quand ils revenaient, ils avaient les poches pleines d'argent. Ouais. Et donc, il y avait des la brigands. proie. Bah oui, évidemment. Aujourd'hui, plus de brigands. C'est en toute sérénité que vous pouvez venir visiter Pontcroix. Frédéric a maintenant rendez-vous avec Hugues, moniteur de voile pour une balade sur la ria des Goyennes. Une ria, c'est une étendue de mer longue et étroite qui pénètre à l'intérieur des terres. Pourquoi on navigue moins aujourd'hui sur les Goyennes qu'auparavant? Alors il y a plein de facteurs, mais déjà le premier facteur c'est qu'une ria a tendance naturellement à s'ensabler. Donc c'est de plus en plus difficile de remonter le Goyenne à la voile. À cause de cet ensablement, petit à petit, les navires marchands n'arrivent plus jusqu'au village pour débarquer leurs marchandises. Au début du XXe siècle, l'activité maritime du village s'arrête. On surnomme alors Pontcroix la Belle Endormie. Par contre, quand on n'a pas des impératifs commerciaux et qu'on n'a que des impératifs comme nous deux, de plaisance, alors là c'est super. Heureusement, depuis quelques années, la Belle Endormie s'est réveillée. Salut! Ça va? Grâce à des villageois dynamiques et désireux de redonner vie à leur village, y compris les plus jeunes d'entre eux. Pour la journée éco-citoyenne. Nettoyer la ville, ça c'est bien. Et les incivilités, c'est très important. Ça commence par là. Merci. Bonjour les filles. Bonjour. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? On distribue des sacs. Je vais vous aider. Allez, on y va, action. Super, merci. Allez, bonne journée, au revoir. Sur le marché, laissez-vous tenter par une halte gourmande au stand de Carole et Olivier, qui vous feront déguster une tradition de Pontcroix. Bonjour. Bonjour. Podigaman, vous connaissez les enfants? Vous voulez goûter? J'ai les doigts pleins de sucre. Qu'est-ce que vous ressentez comme goût? Du beurre. Du beurre? Ouais, bah justement, Podigaman, ça veut dire petit pot de beurre. De l'inévitable beurre breton, de la vanille, du lait et des œufs, le Podigaman, c'est une délicieuse pâte sucrée entre le phare et le flan. Vous en avez sûrement pas mangé parce qu'en fait ça fait plus de 40 ans que c'était plus dans les pâtisseries à Pontcroix. Parce qu'en fait à la base c'est vraiment une spécialité de complètement. Un gâteau qui était oublié. Ah oui, complètement. Au revoir. Merci. Et faire revivre les traditions, les Pontécruciens adorent ça. Tous les ans, le village se plonge dans l'authentique ambiance des foires aux bestiaux qui ont fait sa réputation. Ah, bravo, hein. C'était encore formidable. Formidable. Vous avez connu les dernières foires Ah oui, dans les années 60? Nous, on était gamins, et puis à l'époque, on n'avait pas école le jeudi. Alors notre fierté, c'était aller à la foire de Pontcroix avec les grands-parents. C'est une fierté pour nous aussi de reconstituer un peu tout ce qui s'est passé dans le temps. C'est vrai que les gens qui viennent visiter Pontcroix, il faut qu'ils visitent ça. Lors de votre visite de Pontcroix, cap sur l'église Notre-Dame de Rosculon et sa dentelle de granit. Partez ensuite à la découverte du Goyenne en bateau ou en kayak, avant de savourer un Podigaman, la spécialité pontécrucienne. Le rang le plus élevé. Et alors, d'être vraiment dans le dernier carré, c'est vraiment un grand plaisir. Un plaisir et puis un véritable honneur, puisque de représenter à la fois une région, un village, et d'être présent ce soir en tant que finaliste. En tout cas, oui, On entend bien, que ce soit la Bretagne ou la Normandie, on les sent un peu stressés, hein, monsieur le maire? Oui, être élu village préféré des Français, c'est une grande responsabilité. Je vous propose de vous donner tout de suite le nom du village préféré des Français 2019. Et oui, mais pour cela, évidemment, j'ai besoin d'une enveloppe cachetée qui a été préparée par notre huissier. Alors, merci. Ah, écoutez, avant de l'ouvrir, je voulais d'abord vous féliciter tous les deux, hein, et vous remercier d'avoir fait ce déplacement ici jusqu'à Cassel. C'était un long voyage quand même. Voyage, tout à fait. Un voyage, hein, c'est pas la porte à côté. Exactement. Bon, à la fois de la Normandie et de la Bretagne. Bien. Je fais durer. Eh bien,
je décachette, vous voyez le cachet en cire. Ah non! Non, c'est bien l'un des deux villages. Le village préféré des Français 2019 est donc Saint-Valahougue en Normandie. Bravo, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire. Un grand plaisir, vraiment, j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui d'être à cette place. J'ai une pensée vraiment émue pour tous les habitants d'abord de notre commune qui effectivement sont présents, attendent ce moment, et nous avons une pensée pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment leur commune, qui aiment leur village, et puis qui regardent aujourd'hui ces très belles images qui ont été diffusées. Alors un mot peut-être, donner le micro au maire de Pontcroix. Bon, vous êtes numéro 2. On est toujours très... C'est pas la place qui compte, encore une fois. Ça a été de participer. Ça a été une très belle aventure. Ça a permis de mobiliser à la fois les Pontécruciens, donc nos habitants, mais aussi les Bretons, parce qu'on sait que les Bretons se mobilisent beaucoup. Donc on est content. Alors souvent on dit que les Normands et les Bretons se chamaillent, qu'on va garder le cidre et le beurre et on se laisse la plaque. On est bien d'accord. Eh bien, la tradition veut, et c'est la 8e année, donc, de vous remettre la plaque Village préféré des Français 2019. Est-ce que monsieur